Jean-Charles Larvé, journaliste, écrivain et conférencier. Penseur volubile et virulent, il est au cœur de presque tous les débats culturels, politiques et sociaux de son époque, et il se sert de sa plume pour défendre la liberté chaque fois qu'elle est menacée. L'homme qui va, disait-il souvent, c'est mon meilleur livre. C'est là en effet que ce grand journaliste aura donné sa pleine mesure et confirmé ses dons de poésie et d'observation. Pour notre programme d'aujourd'hui, je ferai la lecture du conte-titre L'homme qui va. À 60 ans, Tristan Bonhomme rendit l'âme. Il trépassa sans angoisse de la façon la plus animale, sortant du monde aussi inconsciemment qu'il y était entré et ne trouvant rien d'extraordinaire à ne plus exister, et pas même étonné de souffrir avant l'étape finale. Il avait subi si souvent et sans se plaindre la torture de vivre qu'il ne distinguait pas entre la douleur qui tourmente et celle qui tue. À toute heure, depuis près d'un demi-siècle, il balbutiait 2 syllabes toujours les mêmes, Louison. Et au moment de clore définitivement les yeux pour voiler la lumière et d'ouvrir la bouche pour laisser passer l'âme, il redit le mot qu'il aimait, avec la certitude que l'aube prochaine allait desserrer ses paupières et fermer ses lèvres. Qui n'a connu quelque part Tristan Bonhomme? Pendant 40 ans et plus, il a marché sans presque s'arrêter, vu toutes les maisons, toutes les routes, tous les bosquets, tous les fleuves, tous les lacs du pays. Plus doux et plus endurant qu'un homme, moins intelligent qu'un épagnol, il a poursuivi son désir solitaire avec une patience de chien de chasse et une stupidité sublime. Quand il fut pour lui question de naître, on oublia de le consulter, en sorte qu'il ne put choisir dans l'immense collection des cerveaux mis à la disposition de l'humanité la pulpe nerveuse qui devait loger entre ses tempes. Aussi se réveilla-t-il idiot dès sa sortie du néant. Un ressort et plusieurs pivots manquaient à sa mécanique cérébrale. C'était irrémédiable, hélas. On aiguise un ciseau ébréché, on rajuste un moteur détraqué, on rafistole un mouvement de montre, on ne refait pas un homme manqué. Celui-ci doit marcher tel qu'on l'a fabriqué jusqu'au terme. Il porte sans espoir l'infamant fardeau incrusté dans sa chair dès l'origine, alors qu'il n'est rien, et ne peut protester contre la distraction et la mesquinerie de la nature. Tristan n'opposait que des réactions matérielles au choc des êtres. Ses yeux, comme ceux des autres hommes, voyaient des soleils levants, mais à travers une matière grise opaque d'où ne pouvait jaillir l'étincelle nécessaire au démarrage des sentiments. L'âme ne parvenait pas à saisir la beauté de l'aurore, se dressant toute nue dans sa pourpre. Ses oreilles, fort larges, préféraient les notes du jazz Sweet Cecilia à la musique impressionnante et farouche de Parsifal. Les parfums soulevés dans la rue par les écharpes de Linon, les soirs de bal, entraient en ses narines épaisses sans produire dans ses lobes la moindre nostalgie d'une caresse. Ses doigts longs et charnus saisissaient bien les objets que sollicitait son instinct, mais les touchés savants et subtils lui restaient inconnus. Il était dur à la détente. Parmi ces natures à carapace, l'impression qui parvient à se fixer a d'autant plus de durée et d'intensité qu'elle est unique et exclusive. L'idiot commença à parler à 5 ans. Jusque-là, son vocabulaire se bornait à des cris et à des vagissements qui humiliaient son entourage. Son père et sa mère le cachaient, il était leur opprobre. Ses frères et ses sœurs l'éloignaient de leur jeu et lui faisaient sentir par diverses cruautés qu'il n'était pas de leur espèce. Pauvre petit paria à tête énorme et au regard exorbitant, on l'envoya dès l'âge de 10 ans s'engager sur les fermes. Il nettoyait les écuries, conduisait les vaches au pâturage, rentrait le foin, pelait les pommes de terre, mangeait comme un porc, puis dormait un sommeil de marmotte. Il ne gardait pas longtemps la même place, car s'il travaillait sans salaire, il absorbait beaucoup d'aliments. Les ménagères finissaient toujours par le chasser pour excès de table. De la sorte, il fit en 5 ans le tour de plus de 100 fermes de son village. Ce fut le début de sa vie aventureuse. À 15 ans, il disparut en compagnie d'un gueux à barbe blanche. Ses parents ne le recherchèrent même pas. Il parcourut ainsi les grands chemins, libre comme l'air, marchant sans cesse à côté de son vieil ami qui partageait avec lui le pain de sa mendicité et qui comptait sur sa jeunesse pour le défendre des chiens et des enfants. À ce moment, il était déjà grand et fort, osseux et d'une laideur à faire peur. Un soir d'automne, par un grand vent mêlé de neige, les deux errants ne trouvèrent d'autre abri qu'un hangar croulant où le froid entrait par de larges fentes. Le vieux y perdit son reste de chaleur et le matin venu, il était roide comme un tronc d'arbre. Il ne se réveilla plus. Tristan ne comprit pas bien qu'on pût dormir assez dur pour ne plus bouger, mais son âme simple se résigna à l'évidence et il partit tout seul sur la route sans fin. Il marchait toujours sous les pluies et dans les boues de mai, dans les parfums de juin,
sous les brûlures de juillet, parmi les blondeurs des moissons, dans les brouillards d'automne et les neiges de janvier. Il appelait ses repas au passage, acceptait sans remercier les habits troués qu'on lui donnait, frappait aux portes sans savoir si on l'accueillerait ou si on lancerait les dogues contre lui. Était-il heureux ou malheureux? Ni l'un ni l'autre. Seuls les fous, comme les hommes de génie, ont sans cesse de quoi suffoquer de larmes ou se pâmer de joie. Ils transposent dans la réalité leurs rêves gris qui trébuchent comme des ivrognes en goguettes, ou bien leur cervelle enfante des tragédies qu'ils ressentent aussi vivement que des drames vécus. Hélas, même le triste honneur de la folie manquait à Tristan. Emmailloté dans sa chair et cuirassé de ses os, sa sensibilité ne vibrait pas plus qu'un violon rempli de suie. Un jour, pourtant, un rayon plus chaud fit fondre dans son être assez de matière pour en dégager une note profonde. Il avait 22 ans. Pendant ces 7 années de marche à travers sa province natale, il avait connu tous les villages échelonnés le long du bleu Saint-Laurent. Convive, taciturne, stupide et inoffensif, il s'asseyait à toutes les tables. Arrivé sur un seuil, il frappait 3 grands coups et entrait sans attendre la réponse. On lui demandait « Qui êtes-vous? »« Tristan Bonhomme. »« Que voulez-vous? »« J'ai faim. » Les ménagères lui servaient alors de la soupe, du lait et du pain qu'il dévorait en quelques coups de sa rapide mâchoire. Or, un midi qu'il venait d'entrer ainsi dans une maison de ferme, une belle fille lui donna son repas. Tout en elle troublait la bête, ses yeux grands et chauds, sa chevelure au parfum âcre, ses joues arrondies et pleines de sang, l'odeur de ses bras. Du dehors venait par bouffées la senteur des foins coupés, le murmure des abeilles et le cri des hirondelles. Tous les êtres vivaient intensément, amoureusement, et cette vie passait dans le corps musculeux de Tristan. Quand la jeune paysanne vint lui verser un bol de lait frais, elle lui frôla l'épaule de sa main dorée de soleil. Il leva la tête et la regarda d'abord avec une fixité inquiétante. Pour la première fois, une flamme passait dans le regard de l'innocent. Au cours de l'après-midi, il ne bougea pas de là. Sa tête allait de droite à gauche et de gauche à droite, suivant avec insistance les allées et venues de celle dont le seul toucher avait pénétré en lui comme un fer rouge pour mettre à nu un coin de passion humaine. Les hommes travaillaient au champ, la mère au jardin. La jeune fille restait seule. Après 1 heure de silence, Tristan lui demanda « Ton nom, belle? »« On m'appelle Louison. »« Louison, je t'amène. »« M'amener, moi? Où? »« Partout, dans les chemins, loin. Tu remplaceras le vieux qui dort toujours là-bas dans la grange. » Louison se mit à trembler. Comme il lui faisait peur avec ces yeux-là qui ne la quittaient pas et qui la subjuguaient. Puis il marcha vers elle lentement, magnétiquement, glacée de surprise. Elle ne pensa pas à fuir. Il était maintenant si près qu'elle sentait l'odeur de ses dents. La dévorant de ses 2 prunelles veinées de rouge, il la saisit dans ses bras d'athlète et la souleva de terre. Elle poussa un grand cri et s'évanouit. Lui, il continuait à tenir sur sa poitrine de géant cette forme inerte et pâlie. La mère de Louison le surprit dans cette attitude de dément. Elle appela à plein poumon, stridente et folle. Les voisins accoururent. L'un d'eux, d'un coup de bâton, coucha l'idiot sur le plancher. Quand Tristan revint à lui, il était dehors, étendu sur l'herbe. 2 hommes se penchaient sur lui avec crainte et pitié. Un chaud filet de sang coulait de son front et se répandait dans ses épais sourcils. Ne comprenant rien à ce qui venait de se passer, il demanda « Et Louison? Où est Louison? Elle dormait tout à l'heure dans mes bras. » « Tu ne verras plus Louison, dit l'un des hommes. Je veux la revoir, moi, je l'emmènerai. Vous avez vos femmes, vous autres, rendez-moi la mienne. » Alors celui qui l'avait frappé tout à l'heure lui fit un mensonge pour l'éloigner de cette maison. Elle est partie, Louison, partie vers l'ouest. Où est-ce, l'ouest? La place où se couche le soleil. Marche dans cette direction sans te décourager, tu la rencontreras, elle t'attendra quelque part. Tristan Bonhomme, mu par l'unique désir de sa vie, se dirigea vers l'Occident à la recherche de cette femme dont la chair avait mollement obéi à la pression de ses doigts. Parti du fond de la baie des Chaleurs, il alla de village en village, traversa des forêts et des rivières, dormit souvent à la belle étoile. Le soir venu, ses yeux vagues comme ceux des génisses s'appuyaient longuement sur le crépuscule et, dans les lueurs roses du ciel embrasé, il croyait voir saigner les lèvres de Louison. Pour manger et se vêtir, il faisait souvent halte sur des fermes ou dans des fabriques. On l'employait à des tâches de bête de somme. Ses retards à poursuivre la femme en fuite l'exaspéraient. Après quelques jours d'arrêt, il repartait un beau matin dès l'aube, salué par la voix des coqs et le murmure des basses-cours en éveil. Il marcha ainsi plus de 40 ans encore. Il suivait le soleil. Il s'imaginait peut-être qu'à force d'avancer dans le sens de l'astre, il finirait par le trouver dans sa couche teinte de sang de bœuf.
Alors il ne quitterait plus sa clarté. Il n'y aurait plus de nuit, et elle, Louison, la femme de plus en plus occidentale, elle qui choisissait la fraîcheur de l'ombre vespérale pour accomplir sa course éternellement crépusculaire, ne pourrait plus rentrer dans le noir pour s'y cacher. Et là, il la saisirait de nouveau, la soulèverait de terre, l'emporterait vagabond et sauvage vers l'infini. L'âme toute tendue vers cette hallucination, il remonta le Saint-Laurent jusqu'à sa source, longea les grands lacs, erra parmi les solitudes et les déserts qui accompagnent les rives du lac supérieur, obliqua vers le nord, atteignit les vastes prairies, courut avec les cow-boys, essuya toutes les intempéries, risqua 1000 fois la mort. Il arriva enfin au pied des Rocheuses. Il était bien là, le pauvre Tristan. Il avait 60 ans, on lui en aurait donné 80. Grand vieillard à barbe grise, au regard enfantin comme un regard de chevreuil, il marchait appuyé sur un bâton. Devant chaque homestead, il s'arrêtait pour demander à quelques servantes « Avez-vous vu passer Louison ?»« Il n'y a pas de Louison par ici, le vieux. »« Elle allait par là, toujours, Louison, disait-il en indiquant l'Occident. J'y vais aussi, vous savez, je la retrouverai. » Un matin, on vit la silhouette déguenillée du vagabond s'enfoncer dans les montagnes. Septembre commençait. Déjà, les pâles nuits d'automne descendaient des sommets, glissaient leurs poitrines froides le long des glaciers et poussaient leur haleine neigeuse jusqu'au fond des ravins. Le matin, des gelées couvraient les longues herbes dans lesquelles dormait Tristan. « Louison, se disait-il, n'est sûrement pas loin, car on n'avance pas vite dans ce pays. » Un matin, il déboucha dans une large vallée entourée de montagnes en amphithéâtre. Un parc plein de fleurs et de lumière se déroulait devant lui. C'était Jasper. Là, le vieux tremblait de tous ses membres. Le froid des nuits l'avait enfiévré. Son sang bouillonnait tellement dans ses veines qu'il n'avait pas même faim et ne songea pas à demander son pain à la porte d'un vaste et riche chalet d'où sortait une musique de rêve. Vivant antithèse au milieu de cette nature éternellement jeune et saine, Tristan passa outre. À quelques pas de lui, dans un sommeil d'émeraude, formé de l'eau la plus subtilement translucide du monde, pure et placide comme la virginité elle-même, s'étendait le lac Beauvert, urne de grâce et de poésie, creusé dans le roc des montagnes et comme rempli de chartreuses. Rendu à l'autre bout de ce lac, le vieillard demanda à un joueur de golf à culotte bouffante « C'est bien par là qu'est allé Louison ?» L'autre, qui ne comprenait pas, dit « Oui. » Et le marcheur poursuivit son chemin toute la journée. La route serpentait devant lui dans une ascension continuelle. Il côtoyait par moments des abîmes. Tour à tour, il voyait en bas des ravins creux, des plaines, des torrents. Le mugissement des chutes d'eau s'élevait jusqu'à lui qui montait toujours en pensant à elle. À l'heure où les derniers rayons du jour niblent les sommets, Tristan Bonhomme, chancelant, s'arrêta au pied du mont Edith Cavell. Il s'appuya au mur de l'unique chalet qui se trouvait perdu dans cette grandiose solitude. Face à ses yeux languissants éclatait l'immense glacier de l'esprit. Cette blancheur gigantesque, en s'incrustant dans le roc, a pris la forme magnifiée d'une femme. De loin, on ne saurait la regarder sans songer à une tragédie. Il y a une robe blanche et des bras étendus dans cette candeur dramatique, des blessures profondes dans ses crevasses, le sang d'une martyre dans ses torrents. Tout à coup, le visage de l'idiot rongé de fièvre se transfigure. Une puissante clarté s'allume dans son regard ranimé, dans la forme humaine et crucifiée du glacier. C'est Louison qui l'a vu resplendir. Et dans le silence, sa voix s'élève tendre et passionnée, comme elle ne le fut jamais. « Louison, ma Louison, je te retrouve enfin. Comme tu ouvres grand tes bras pour recevoir Tristan, on me l'avait bien dit que tu m'attendrais. Depuis si longtemps que je marche, que dis-tu que je n'allais pas assez vite? Ne te fâche pas, j'ai fait de mon mieux. Tu ris maintenant, tiens. Je reconnais le tablier blanc que tu portais quand tu me versais du lait. Le bon lait que l'élève chez vous. Mais ne restons pas ici, approche-toi, je vais te prendre dans mes bras, tu me marcheras plus, je t'emmènerai là-bas vers le soleil, où il ne fait jamais nuit. Viens, mais viens donc. » Tristan Bonhomme étendit les bras, fit 2 pas, puis, dans un grand éclat de rire, s'écroula tout d'une pièce. Et il était mort en embrassant son idéal. Toute l'humanité aveugle et errante, l'humanité qui va dans les siècles sans jamais reculer, sans savoir où elle aboutira demain, était renfermée dans le geste suprême et la chute dernière de cet idiot. Dors en paix, pauvre et doux Tristan. Devant l'Éternel, ne rougis pas de ta marche obstinée vers la fuyante vision de ton rêve insensé. Fusses-tu né 100 fois plus intelligent, eusses-tu possédé du génie même, que tu n'aurais pu secouer l'obsession de l'inaccessible. C'était L'Homme qui va, par Jean-Charles Larvé,
lu par Jules Fredette le 25 février 2016.